Bienvenue sur la chaîne des non-dits, au cabinet médical, à propos de se préparer pour la consultation auprès de son généraliste. Mon expérience d'un demi-siècle est toujours en cours comme médecin remplaçant, me donne du recul sur cette question. Qu'est-ce que je dis aux patients, mais qu'est-ce que surtout je ne dis pas pour éviter certaines vexations? Mes discussions avec mes consoeurs et mes confrères dans les maisons médicales pluridisciplinaires tendent aux mêmes remarques. Et ceci me conforte donc dans la réalisation de cette vidéo. Je ne pense donc pas déflorer le sujet. Vous savez ô combien la demande de soins est largement supérieure à l'offre de soins. Vous le savez, le temps par consultation a tendance à s'amenuiser. Et il existe donc une frustration aussi bien du côté du médecin que du côté du malade. À vrai dire, si l'informatique au cabinet est un véritable progrès, le côté administratif accapare du temps de plus en plus sur la relation, voire sur le temps d'examen du patient. Que peut-on faire pour se préparer à consulter son généraliste afin de récupérer du temps et donc un certain confort relationnel? Eh bien, je vous invite. Je reste persuadé que mes conseils de préparation et de facilitation de vos rencontres avec votre médecin ne choqueront pas la plupart d'entre vous. Non, je n'aborderai pas la première consultation, le premier contact avec le médecin, c'est trop complexe, mais la consultation habituelle auprès de votre généraliste. Préparer la consultation ou se préparer à sa consultation. Certains cabinets fonctionnent avec un secrétariat, 8 heures par jour, vous connaissez les heures pour tout contact. D'autres s'organisent avec des plateformes téléphoniques, avec secrétaire ou par inscription en ligne, et d'autres encore mixtes les deux formes, secrétaire au cabinet et plateforme. Prenez votre rendez-vous mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel avec un confort prévisionnel suffisant lorsqu'il s'agit d'une surveillance médicale en rapport notamment avec un renouvellement de traitement. Docteur, pas facile pour un rendez-vous avec vous, et pourtant j'ai pris mon rendez-vous bien à l'avance, voilà 10 jours. Précisons qu'il s'agissait d'un rendez-vous trimestriel. Vous l'avez pris, voilà 10 jours? Eh bien non, 4 bonnes semaines à l'avance, et vous aurez le choix du jour et de l'heure. Ces anticipations insuffisantes créent des tensions avec nos secrétaires, vous le savez bien. En cas de relative urgence, fièvre inexpliquée, troubles digestifs, diarrhée, vomissements, refus d'alimentation d'un nourrisson, lumbago aigu, état psychologique inquiétant, téléphonez le plus tôt possible, dès le matin, si vous le pouvez, car nous réservons quelques créneaux pour les urgences, assurant ainsi ce qu'on appelle la permanence des soins. Nos secrétaires sont à même de considérer l'urgence par quelques questions. Elles sont formées et tenues au secret médical et resteront discrètes et réservées dans leur questionnement dans le cadre du respect que l'on doit aux patients. En cas d'hésitation, elles nous contactent par téléphone ou messagerie directe. Inutile de mettre sous pression le secrétariat, seul un échange verbal de respect mutuel arrive à solution. Combien de patients nous posent un lapin? En moyenne 2 à 3 par jour, au détriment de prises de rendez-vous refusées à d'autres malades. Tout médecin essaie de s'en tenir aux heures de rendez-vous fixées. 2 ou 3 rendez-vous, ce sont 45 à 60 minutes de vide manqué. Donc, il arrive que ces mêmes patients reprennent contact, arguant que leur état devient urgent. Rares sont les patients qui, du reste, s'excusent de leur lapin. Surtout, n'arrivez pas en précipitation chez votre médecin. Ce retard crée une anxiété pour vous, augmente votre rythme cardiaque, votre tension, et le reste, ne permettant pas aux médecins d'apprécier à leur juste mesure ces constantes. Il devra la reprendre plusieurs fois, cette tension, pour éviter toute erreur d'appréciation. Combien de fois? Autre sujet, la carte vitale est oubliée, ou se trouve quelque part au fond d'un sac parmi de multiples autres cartes qu'il faut trier. L'idéal étant de l'avoir en main. Si vous avez acquis des droits, je pense à la prise en charge, par exemple à 100% pour une des affections de longue durée, mettez votre carte vitale à jour dans une borne près de votre pharmacien. Cette précaution préservera
votre médecin de toute erreur de saisie administrative, pouvant aussi vous pénaliser. Lorsque vous consultez pour vos enfants, munissez-vous de la bonne carte vitale. Les enfants sont-ils sur la carte vitale de la maman ou du papa? Là encore, vous éviterez des complications administratives et d'accès au dossier. Croyez-moi, c'est fréquent. Un patient toque à la porte du cabinet, la secrétaire n'étant pas là, pour un renseignement ou toute autre demande, estimant que ce n'est pas long. Docteur, juste une prescription d'un médicament pour faire le joint avec notre prochaine rencontre? Si le médecin interrompt l'examen d'un patient pour répondre à ce patient pressé, il est mal à l'aise pour abandonner le patient en cours d'examen, perdre en outre le fil de son parcours intellectuel. Par ailleurs, ce même patient n'apprécie pas la dispersion de son médecin. Je passe sur les contacts téléphoniques, venant aussi perturber la consultation, malgré tout. Ah, le motif de consultation. Certains confrères limitent le nombre de motifs à des charges pour nos patients, qui ne rencontrent leur toubib quelquefois qu'une fois par an, quand ce n'est pas tous les 2 ou 3 ans. Pourquoi certains confrères ne décident de ne traiter qu'un problème de santé? Prenons un exemple. Bon, voilà, pour arriver à un diagnostic, par exemple, dans un cadre de maux de tête, de migraine. Bon, sur des symptômes de maux de tête, le médecin doit faire décrire les antécédents familiaux sur le sujet, le type de douleur, la localisation, quand cette douleur prend-elle, d'un côté du crâne, des 2 côtés, depuis quand? Est-ce intermittent? Y a-t-il des facteurs déclenchants exacerbant ces douleurs? Sont-elles précédées ou accompagnées de troubles visuels auditifs? Y a-t-il des essais, des traitements qui ont été essayés? Quels ont été les effets? S'agit-il de migraines précédant ou accompagnant les règles? Et j'en passe. Le médecin doit laisser son patient s'exprimer pour éliminer d'autres causes de maux de tête. Il devra expliquer le traitement, assez complexe dans ce cas. Le médecin s'assure que le patient a bien enregistré et bien compris les messages éducatifs, lui précise de le revoir d'ici quelques semaines pour faire le point avec un calendrier de ses migraines. Après ces 20 minutes de consultation, ce patient sera-t-il à l'aise pour proposer 2 ou 3 autres motifs de consultation? Qu'en pensez-vous? Nous, médecins, devons nous soucier quand même de savoir si ces autres motifs n'entrent pas dans le diagnostic de migraine. Brièvement, vous pouvez donc évoquer ces motifs, et si ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il n'y a pas de relation, ne vous offusquez pas que votre toubib vous propose de prendre un nouveau rendez-vous. Vous n'êtes pas sans ignorer que votre médecin fait tout son possible pour respecter les heures de rendez-vous. Des imprévus vont déjà le retarder. Et j'en sais quelque chose. En pénalisant les patients en salle d'attente, qui eux peut-être se sont absentés de leur job. Car au fur et à mesure de la journée, en ce qui me concerne, j'accumule une demi-heure, 1 heure, voire davantage de retard dans la matinée, tout autant du reste dans l'après-midi. Que dire ensuite au malade en salle d'attente qui va me reprocher mon retard? Et d'entendre « Docteur, j'ai un autre rendez-vous. Docteur, je vais avoir un problème de transport. Docteur, j'ai mon époux âgé que je ne peux laisser trop longtemps seul à la maison. Docteur, vous connaissez la situation. » Ces réflexions tout à fait acceptables nous mettent sous tension. On appelle ça le stress. Il en est de même lorsque la maman venue pour elle-même « Docteur, j'ai emmené le petit pour sa visite du 9e mois, mais je n'ai pas pris rendez-vous pour lui. » Non, une telle visite est longue, d'autant qu'elle s'accompagne de tâches administratives contraintes par la législation. Je vous ai promis d'ailleurs une vidéo sur les pressions exercées sur votre médecin. Je l'ai réalisée d'ailleurs, autre que la pression du patient. Non, je la réaliserai plutôt celle-là. La pression administrative. La pression du patient sur le médecin, ça a été fait. Voilà. Certains motifs de consultation auraient tout avantage à être signalés au secrétariat. Vous allez comprendre. Remplir un dossier pour la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, pour les diverses demandes d'aide financière prévues par la loi. Je pense aux premières demandes d'allocation adulte handicapé, AAH, ou d'allocation d'éducation pour enfants handicapés, AEEH, pour un accompagnement d'élèves en situation de handicap, AESH. Même si le toubib connaît le dossier, il doit s'appliquer à décrire la pathologie et le handicap et argumenter pour que la commission ad hoc se prononce au plus vite sans recourir à d'autres demandes de précision, ce qui ne ferait que retarder le dossier. Il doit mettre toutes les chances pour le patient afin que sa demande soit acceptée par la commission. Rendez-vous aussi, par exemple, pour établir un PAI, plan d'accueil individualisé en milieu scolaire, enfants asthmatiques, allergiques, diabétiques.
Prévention de tout incident, quel traitement habituel de fond doit être pris, que faire en cas d'urgence. Pour ce type de consultation, la secrétaire doit prévoir un créneau plus large, comme pour la MDPH. Combien de fois le carnet de santé des enfants n'est pas au rendez-vous? Anticiper pour la demande de prescription des vaccins. Demander si les vaccins obligatoires sont à jour. Si votre médecin ne le regarde pas. Ne vous inquiétez pas trop si votre médecin a retardé de quelque temps un vaccin pour raison de santé de votre bébé. Ressollicitez-le, qu'il n'y ait pas d'impasse ou de retard important. De la consultation du nourrisson. Tout d'abord, munissez-vous d'un change de couche. Évitez d'amener le bébé affamé, qui va inévitablement se manifester par quelques pleurs. Pour un bon examen, le bébé doit être calme. Comment écouter les bruits du cœur ou le murmure du souffle dans les poumons? Faire un bon examen du développement neurologique de l'enfant. L'enfant doit être le plus relax possible. Tenez un conseil. Pour diminuer la douleur induite par les vaccins, et souvent nous piquons 2 fois, dans la face externe de la cuisse gauche, dans la face externe de la cuisse droite, car tous les vaccins ne peuvent être mélangés. Eh bien, amener une solution de glucose, du sucre, sucré, à une concentration en principe 1 ou 2 millilitres de glucose à 30%. Fait l'affaire. Conseil auprès de votre pharmacien. Il connaît. La succion et l'absorption de cette solution suppriment quasiment la douleur. Un délai de 2 minutes est préconisé entre le début de la succion et le geste douloureux. La durée de l'effet est de 5 à 7 minutes. À vos marques, chers parents. L'allaitement au sein est une alternative aussi à la solution sucrée pour diminuer la douleur, voire l'enlever. Que vous soyez ou non surveillé pour votre tension artérielle, ayez la présence d'esprit de prendre votre tension selon les règles de l'Office mondial de la santé. Confère ma vidéo numéro 2 sur la question. Vous trouverez quel type d'appareil aux normes, la méthode, les conditions de prise et apportez votre profil de tension au moins une fois par an et n'hésitez pas à faire contrôler votre appareil par votre médecin. En effet, la tension mesurée par le médecin peut être élevée au cabinet du médecin pour de multiples raisons. Il en est de même pour les patients qui présentent une pathologie chronique respiratoire. Mesurez votre saturation en oxygène à plusieurs reprises, notamment au décours d'essoufflement non expliqué sur quelques jours, à soumettre à votre médecin. Tout patient diabétique doit soumettre à son médecin ses mesures glycémiques, soit à jeun, soit 2 heures après le repas, au moins 1 ou 2 fois par semaine, voire quelquefois tous les jours. Ceci est primordial pour estimer notamment quel type de traitement il décidera de modifier ou d'introduire. Très souvent, les enfants ou petits-enfants accompagnent leurs parents ou grands-parents, ce qui nous rassure dans le cadre de la sécurité de santé. N'hésitez pas à préparer vos questions d'aidants, à discuter de toute difficulté, et puis il peut se faire que pendant un court instant, vous vous effaciez en salle d'attente pour que votre parent puisse parler d'un souci peut-être plus intime ou un autre sujet. Bien entendu, ceci peut être prévu préalablement à la consultation. Il peut s'agir de votre jeune adolescent qui ne se livrera pas en votre présence. Je pense aux addictions, questions sexualité, aux problèmes de harcèlement en milieu scolaire. Certains spécialistes remettent directement leur compte-rendu de consultation aux patients sous enveloppe. Pour votre médecin, ce n'est pas si rare. Ne l'oubliez pas, cette enveloppe. Votre toubib ne l'a peut-être pas reçu parce qu'il n'y a pas eu trop de temps entre le moment où il vous a vu et le moment où le dossier arrive entre les mains du médecin. L'accès direct à certains spécialistes sans passer par le généraliste est prévu par la réglementation. Il en est ainsi de la gynéco, de l'ophtalmologie et de la psychiatrie. Le remboursement de vos consultations est identique que pour le spécialiste auquel votre médecin vous adresse avec un courrier. Sollicitez ce spécialiste pour qu'il adresse à votre médecin un compte-rendu. Il est vrai qu'avec Mon Espace Santé, tout compte-rendu de spécialiste peut y être versé. Cet espace sécurisé vous appartient. Il est sur Amélie. L'accès ne peut se faire qu'avec votre autorisation. Nous aborderons ce sujet dans une vidéo ultérieure. Allez déjà sur Amélie, vous y trouverez votre espace santé et pour y accéder après quelques manips numériques. N'omettez pas d'amener les images que le radiologue vous a remis. Le compte-rendu, le plus souvent, est adressé à votre médecin. Celui-ci vous fera la traduction d'un jargon médical qu'il vous traduira. En ce qui concerne les conditions d'examen physique,
Ce sera encore un sujet de vidéo, notamment concernant l'intimité, la pudeur, le respect du patient. Il est possible de gagner du temps sur la préparation à l'examen. Leur habillage aussi, je pense notamment aux enfants. Nous pouvons bavarder pendant que papa ou maman prépare bébé à l'examen. Évitez à votre enfant de venir seul au cabinet du médecin. La présence d'un adulte rassure le médecin. Vous savez combien un enfant, compte tenu de ce qu'il entend, de ce qu'il voit sur les médias, selon les informations d'éveil sur les abus, combien un enfant pourrait interpréter un examen, surtout s'il s'agit d'examens les plus intimes. Par exemple, le développement des caractères sexuels dans le cadre d'une consultation pour une courbe de croissance anormale ou des caractères sexuels ne correspondant pas à son âge. Il s'agit aussi pour vous de préparer votre enfant à certains examens. Sachez aussi bien le préparer à un vaccin, sans lui cacher la douleur, tout à fait surmontable, avec vos mots à vous. De même que pour un pré-ado ou un adolescent que vous allez accompagner, nous avons abordé le sujet tout à l'heure, au sujet de la personne d'un certain âge, proposez, lui, bien avant l'entrée au cabinet, un moment de rencontre seul avec le médecin. Sinon, attendez-vous à ce que le médecin formule cette proposition. Voyez combien se préparer à consulter n'est pas anodin. Vous pouvez simplifier la tâche du toubib, bien sûr, mais vous mettre aussi dans les meilleures conditions et bénéficier d'une consultation répondant à votre besoin de santé. Nous n'avons abordé que certains aspects, il y en a bien d'autres. Dans tous ces non-dits détaillés ici, ne voyez aucune velléité de ma part, tout comme lorsque j'ai réalisé cette autre vidéo sur la pression du patient sur son médecin. Nous apprécions ô combien la confiance de nos patients, et très souvent, ils nous la témoignent de façon surprenante. Un mot, une reconnaissance, parfois jusqu'au petit cadeau de Noël ou du Nouvel An. Le relationnel n'est-il pas une des raisons pour laquelle des confrères ont toutes les peines à raccrocher leur stéthoscope ou prennent leur retraite en restant actifs, remplaçant leurs collègues? Encore merci pour votre bienveillante attention et votre fidélité à parcourir la chaîne des non-dits. N'oubliez pas de liker sous la vidéo, de vous abonner en faisant résonner la cloche à droite du filigrane d'abonnement. Cela ne vous engage à rien, mais vous serez informé de la prochaine vidéo sur l'aptitude physique et mentale à la conduite automobile. Encore des non-dits. Au plaisir de vous rencontrer.